Bienvenue sur We Do Biz et cette semaine encore, on décode l'actu avec nos entrepreneurs maison comme chaque semaine et on reviendra sur les chiffres plutôt encourageants du chômage avec une question. Pourquoi est-ce que les chefs d'entreprise fuient Pôle emploi, ne font plus confiance à Pôle emploi au profit d'ailleurs des sites concurrents et de leur propre réseau? On en parlera donc dans cette émission. Qu'est-ce qui ne marche pas finalement dans la relation entre ces petites entreprises et le service public de l'emploi? On parlera ensuite de ce classement Universum sur les souhaits d'emploi des étudiants et, oh surprise, les Français sont encore 65% à vouloir intégrer des grandes entreprises à l'heure où on ne parle que des startups, à l'heure où on ne parle que de la French Tech. Et puis justement, on terminera cette émission avec les écoles de commerce, car selon le Financial Times, deux des 3 meilleures business schools de la planète, elles sont françaises. Cocorico, on a les meilleures formations, mais on n'a toujours pas le Google français dont on rêve. Bienvenue dans Entrepreneur le Live. Avec nous ce matin, Ève Chegaray. Bonjour. Merci d'être avec nous, coach pour les entrepreneurs et membre de la BFM Academy. Avec nous également Guillaume Gibaud. Bonjour. Merci d'être avec nous, patron fondateur du slip français. Guillaume d'ailleurs qui vient de fêter le premier anniversaire de la première boutique du slip français. Exactement, vous êtes très au courant. Exactement. Quel bilan rapidement de cette incursion on va dire, dans le monde du commerce physique? On en est très content. Nous on l'a fait parce que c'était un pas de notoriété, un pas de crédibilité pour la marque en plus. C'est indispensable pour la marque d'y aller? Exactement. Le slip c'est physique quand même. Exactement, c'est bien dit. Non mais même si on vend principalement en ligne, c'est important de passer un cap c'était important de passer un cap et d'ouvrir une première boutique pour la notoriété et la crédibilité en France, mais surtout à l'export. C'est vrai que nos partenaires japonais, hongkongais, coréens, quand ils racontent l'histoire, c'est bien de dire qu'on veulent voir une devanture, veulent voir un magasin. Exactement. Évidemment. Alors avant de parler du slip français, on va revenir sur les chiffres du chômage de Pôle emploi, donc, qui sont tombés lundi soir. 0,7% de baisse, 23 800 demandeurs d'emploi en moins dans le pays. C'est une quasi-première. En un mot, très rapidement, quels enseignements on peut faire de ces chiffres? Et est-ce que finalement les patrons ont retrouvé la fameuse confiance dont on parlait tant? Ève Chegaray. Bon, alors, moi, je vais jouer ma sale gosse. Elle n'y croit pas. Ah non, mais d'ailleurs, c'est un problème de société. Moi, j'ai une vraie défiance de fait devant ces chiffres du chômage. On ne sait pas si ces 28 000 personnes sont des gens qui ont repris une activité pérenne. On ne sait pas s'ils sont en formation, s'ils ont été mis dans tel contingent, dans tel quota, etc. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un truc de folie dans l'activité économique et que voilà, les patrons aient spécialement repris confiance. Après, bien sûr qu'il y a des tas d'épiphénomènes positifs. Il y a une petite tendance quand même. Oui, bon, et aussi parce qu'on nous se le raconte pour y croire de plus en plus, quoi. Et on a sûrement raison, ça fait l'appétit vient en mangeant quand même. Et peut-être. Voilà, donc pardon de plomber l'ambiance. Ça pose le décor. Justement, l'emploi, c'est évidemment Pôle emploi. Et il y a eu cette petite phrase sur laquelle je voulais vous faire réagir ce week-end, le week-end dernier de Xavier Bertrand, qui disait en meeting finalement que le site emploi du Bon Coin donc était plus consulté que celui de Pôle emploi. Alors évidemment, si on regarde les chiffres, on sait évidemment que c'est faux. Mais derrière ça, il n'y a quand même pas finalement une forme de ras-le-bol des patrons pour cette institution qu'est Pôle emploi? Guillaume Gibaud. Moi, je pense que il faut penser concrètement. Globalement, quelqu'un trouve un boulot par Facebook, le Bon Coin ou Pôle emploi, on s'en fout un peu. Tant qu'il trouve un boulot et que l'employeur trouve et que la personne trouve, tout le monde est content. C'est quand même un service que vous financez, vous les Oui, patrons, je suis d'accord, mais aujourd'hui, il y a plein de nouveaux usages. Déjà, en tant que start-up, on a du mal à être à la page sur tous ces usages et à être bon sur les différents leviers. Donc, j'imagine que pour Pôle emploi, c'est pas un truc facile. Donc, si il y a une période de transition où plein de gens trouvent des boulots à côté sur d'autres leviers, ça me paraît pas. Je mets le truc à l'envers. Je vois pas comment aujourd'hui Pôle emploi pourrait être à la pointe de la technologie sur comment essayer de trouver des boulots par des leviers innovants. Ouais. Voilà. Comment est-ce qu'on recrute d'ailleurs au slip français? On passe par Pôle emploi? Typiquement, on recrute déjà beaucoup par bouche à oreille. Donc, on croise beaucoup de clients avec les boutiques justement. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent par email. Donc, en fait, on arrive assez déjà dans notre communauté à recruter des gens par les réseaux sociaux, bien sûr, qui est un peu le même levier. Et après, je crois que je ne suis jamais allé sur le site de Pôle emploi, effectivement, mais je ne me dis pas qu'ils font mal le boulot. Je sais qu'ils le font bien sur d'autres choses. Typiquement, moi, c'est pas directement lié à la recherche d'emploi, mais
Moi, j'ai fait une rupture conventionnelle quand je suis parti de chez Bio C'est Bon, ce qui m'a permis d'avoir des aides à la création d'entreprise pendant 15 mois. Donc pendant 15 mois, alors j'étais pas super bien payé, hein, je touchais 1 400 € net, mais c'est sûr que pendant 15 mois, quand on démarre de rien, qu'on a 25 ans, bah, ça permet d'avancer un peu, quoi. Donc voilà, en tout cas, ça, pour moi, c'est un vrai plus du Pôle emploi. F. Garret, les patrons que vous voyez au quotidien, les entrepreneurs que vous voyez au quotidien, qu'est-ce qu'ils se disent par rapport à l'emploi? Est-ce qu'ils pensent finalement que les petites entreprises, elles ne doivent plus compter sur le service public? Alors, je vais vous faire un aveu. Je n'ai jamais entendu un des patrons avec qui j'ai travaillé ces 15 dernières années me parler de Pôle emploi. Je sais pas, c'est comme si c'était absent du vocabulaire. Alors, peut-être qu'ils y ont recours ponctuellement, mais non. J'entends parler de Météo Job, qui est un site phénoménal, qui met vraiment en relation les gens, qui a un volume et qui est bien plus fin que des monsters, etc., où on poste juste les choses. Et je sais d'ailleurs que Météo Job est devenu un prestataire de Pôle emploi. Voilà, bon, ça, et c'est un truc qui est né, Météo Job, de l'envie, enfin, d'un type qui est capable de faire des algorithmes et d'un autre qui a compris le monde de l'emploi. Bon, ça, c'est intéressant. Moi, je crois que Pôle emploi, ils sont connus pour avoir quelques spécialités. Je sais que, par exemple, dans le monde du design, j'ai connu des gens qui avaient trouvé de très bons accompagnements voilà, auprès de certaines personnes. Il y a un côté comme ça, est-ce qu'on tombe bien, est-ce qu'on tombe mal C'est ça la question, est-ce que c'est finalement devenu un site comme les autres, Pôle emploi? Le site de Pôle emploi en l'occurrence, parce qu'il y a effectivement Météo Job, il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs. Est-ce que c'est devenu finalement pour le commun des travailleurs ou des... Ben moi, je crois pas. Je crois que c'est malheureusement un site qui court avec du plomb aux chevilles parce que ils sont pas aidés. Guillaume le disait, c'est pas évident d'être à la pointe aujourd'hui. Alors, quand on est un truc d'État comme ça, avec certainement des tas de contraintes d'emploi, il doit avoir des problèmes de talent, de recrutement eux-mêmes. Enfin, c'est vertigineux. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui dans la relation entre les entreprises, les startups notamment, et Pôle emploi? Guillaume Gibault. Moi, juste qu'on n'y pense pas, en fait. Et je pense que... enfin, je pousse peut-être le trait un peu loin, mais je me dis que quand, enfin, quand on est jusqu'au point d'aller chercher des offres d'emploi sur Pôle emploi, c'est qu'on est déjà un peu, c'est trop tard, je dirais. C'est qu'on est déjà sorti de l'écosystème un peu large dans lequel on pourrait peut-être aller chercher une place en start-up. Après, moi, je sais que chez Bio C'est Bon, dans mon expérience d'avant, on l'utilisait beaucoup parce qu'on recrutait beaucoup, qu'on ouvrait beaucoup de magasins et on cherchait beaucoup de postes de vendeurs et de responsables de magasins. Donc là, c'est vrai que c'était hyper utile parce que c'est des métiers où ça change beaucoup, peut-être un peu moins qualifiés. Et c'est vrai qu'on l'utilisait beaucoup et ça nous permettait de recruter des gens qui étaient souvent de très bonne qualité. Donc, je pense que voilà, il faut, à mon avis, enfin, si j'étais en charge de sujets chez Pôle emploi, j'essaierais pas forcément de créer les technos moi-même ou d'essayer de me dire je vais être à la page sur ces sujets parce que ça change beaucoup. Mais par contre, j'irais peut-être intégrer des startups en interne, de petits jeunes qui cherchent des algorithmes et dont qui auraient une capacité de Et puis, il une y a mise en place plus rapide. toujours ce F. truc Garret. qu'on a envie de toute façon de voir appliqué à plein d'univers publics, c'est que il faut que ces gens-là viennent passer un peu de temps dans les entreprises en général, dans les startups en particulier. Enfin, Est-ce qu'il existe finalement aujourd'hui un moyen meilleur parmi les autres finalement pour recruter un salarié aujourd'hui quand on dirige une petite entreprise comme finalement un peu notre audience chez WeDoBiz qui, voilà, des start-upers, des petits entrepreneurs. Est-ce qu'il y a un moyen universel, unique et Nous, le meilleur? on est 30 personnes aujourd'hui au slip français. donc Je combien de femmes? Donc combien de femmes? Je pense peut-être même pas plus de femmes que de garçons. Faut que je regarde, mais en tout cas pas loin de la moitié. On a recruté les personnes qui n'étaient pas en stage de fin d'études. Donc on a embauché pas mal de gens qui étaient en stage de fin d'études qu'on a embauché derrière. Donc eux, on a posté des offres sur les écoles de commerce ou autres écoles et on les a trouvés comme ça. Tous les autres extérieurs, on les a recrutés sur Facebook. C'est-à-dire qu'on a posté tous, voilà, on cherche tel job et on a eu des retours dans les 15 jours, quoi. En étant attentif à l'effet recommandation ou pas plus que ça? Non, mais en fait, c'est souvent des gens qui aiment bien notre aventure et auxquels on n'avait pas pensé forcément, mais Facebook fait que dans un deuxième, troisième, quatrième cercle, en fait, on arrive à toucher quelqu'un qui est le cousin ou qui est un ami d'amis ou qui aimait bien la marque et qui, voilà, qui se manifeste, Ça quoi. pose une autre question, si je peux me permettre, de Bien sûr. l'attractivité des entreprises. En fait, bon, le slip français, c'est quand même une boîte sexy, quoi, Je qui suis d'accord. monte, qui est connue, qui est voilà, attractive. Ça pose aussi la question de comment les entreprises se mettent sur le marché de l'emploi, quelles histoires elles racontent, comment elles conçoivent les jobs, quelles perspectives elles donnent aux gens qu'elles veulent recruter, y compris quand l'emploi n'est pas garanti à vie et loin de là. Et ça devrait être
pris comme un bon Mais sujet, comme un bon aiguillon. moi, j'ai aussi Guillaume Gibault. un autre angle qui est intéressant, c'est que nous, on côtoie beaucoup donc les patrons d'usines. Nous, on travaille avec 9 sous-traitants principaux. Donc, c'est un peu des startups aussi, parce que c'est Bien des sûr. boîtes qui font souvent 1 ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont 30 ou 40 personnes en effectif. Et je peux vous dire que là, pour aller recruter des gens, pour aller Ah ouais. travailler dans les métiers manuels, dans ces usines textiles, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Alors que pour autant, je pense que c'est des métiers qui sont franchement intéressants. Alors, il est sûr qu'il y a une partie manuelle, donc il faut Mm. être dans le profil, mais c'est des boulots qui sont intéressants, qui sont, je pense, porteurs d'avenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui y reviennent. Et surtout, c'est un rythme de vie qui est assez sympa parce que pour le coup, c'est des vrais métiers de 35 heures. Ils ont des Mm. vrais congés. Enfin, je veux dire, il y a quand même une qualité de vie qui est intéressante, souvent dans des lieux qui sont assez sympas. Et ils ont un mal fou à recruter parce qu'effectivement, c'est pas très sexy, quoi. Et justement, Guillaume, vous disiez à l'instant, vous parliez des réseaux sociaux notamment. Est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est aussi un concurrent sérieux de Pôle emploi et de tous ces sites emploi? Il y a un sondage Odoxa qui est sorti quasiment en même temps. C'est 2 tiers des entreprises qui recrutent via les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on recrute un salarié, on passe aussi par les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un concurrent sérieux à Pôle emploi? F. Chegaray. Ben, moi, j'écoute le témoignage de Guillaume. Je me dis que la nature, alors je sais pas si elle a horreur du vide ou si on va à la facilité ou je sais pas quoi, mais il se trouve que Pôle emploi a de moins en moins la cote, en même temps que les réseaux sociaux l'ont de plus en plus. Donc, Ce qu'il y a un lien de cause à effet, entrepreneur voilà. s'est pressé, C'est ça sûr. doit être Ça va, on va au efficace. concret. Au moment où on commence le recrutement, en général, le besoin, il est avéré. Hein, c'est pas pour, tiens, peut-être dans 6 mois. Donc, faut être efficace. Si c'est là que ça marche, ben, Mais c'est vrai que voilà. moi, typiquement, là, on recrute 4 personnes pour l'année prochaine. Pôle emploi ne m'a même pas traversé l'esprit. Hmm. Et Ben voilà, voilà. je dis ce que je Et pense. vous hein, allez je- recruter je- comment en amont? On va recruter, en plus, typiquement, on va recruter un job de comptable junior. Donc, pas forcément évident, enfin, en tout cas, pas dans le profil type de ce qu'on a recruté jusque-là. Un job vraiment externe qu'on n'a pas trop encore. Mais je suis sûr que sur Facebook, je dis on cherche Mm. comptable junior, je suis certain qu'on va avoir un CV. Même Bon. plusieurs. Eh ben, on vous le souhaite et puis le message est passé. On passe au deuxième sujet de l'actu cette semaine. C'est donc ce classement Universum qui a été réalisé auprès d'1 million d'étudiants dans 54 pays. La moyenne mondiale, c'est que 7,8% des sondés veulent créer leur boîte. Quand on regarde juste en France, c'est 4%. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est très peu. Votre avis, très rapidement déjà, sur ce chiffre-là, sur cette donnée-là, à chacun. F. Chegaray. Moi, je pense que ce chiffre, il est dû au fait que la jeunesse, et tant mieux, n'a pas encore vécu dans le monde de l'entreprise et n'a pas encore cette pulsion d'indépendance ou de goût du risque ou d'aventure que quelquefois on exprime plus après avoir commencé même 2 ans en entreprise, ça peut. Mais pourtant, vous on n'a donner jamais envie autant parlé de d'aller French ailleurs. Tech, on n'a jamais autant parlé de start-up, on n'a jamais autant parlé de toute cette nouvelle économie. Et finalement, on se rend compte que l'entrepreneuriat ne fait pas beaucoup rêver aujourd'hui. Guillaume Gibault. Alors, moi, je pense qu'il fait quand même rêver. Je pense que c'est une vraie tendance de fond. Après, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec Eve. Je pense que l'entrepreneuriat, qu'on crée sa boîte ou qu'on rejoigne une start-up, finalement, ça reste assez proche. Il y a quand même une prise de risque, une mise en danger, ou en tout cas un truc un peu différent. Je pense que c'est un truc qui se mûrit à un niveau perso. Mm. Moi, je sais que typiquement, en sortant d'école, alors que je pense que voilà, je suis vraiment fait pour être entrepreneur, en sortant d'école, je suis allé bosser chez General Electric, dans le graduate programme de General Electric pendant 3 mois. Donc, j'ai démissionné au bout de 3 mois parce qu'effectivement, j'ai fait un peu un rejet et j'étais pas, voilà, c'était pas fait pour moi. Mais voilà, j'avais déjà 25 ans, je pense que j'avais déjà un peu réfléchi, ou pas tellement, mais en tout cas, j'avais un peu posé les bases de ce que je voulais faire. Donc je pense que c'est un truc qui se mûrit. Et effectivement, c'est peut-être en réaction par rapport à une grosse boîte qu'on se dit, bah tiens, j'irai dans un plus petit truc. C'est peut-être en ayant déjà quelques expériences qu'on fait un peu de Et recul. ça se F. Chegaray. mûrit, je pense, pas que intellectuellement. Mmh. Il y a des histoires de vécu, Mhm. de ressenti, De découverte, de d'impression, connaissances. de contact, de rythme. Il y a presque un truc un peu animal dans cette Mmh, envie bien sûr. d'indépendance, d'aventure, etc., qu'exprime l'entrepreneur. Et Et puis, pardon, je Guillaume complète, Gibault. mais l'entrepreneuriat, c'est super, mais c'est pas la seule voie. Moi, Ouais. je trouve ça, tant mieux. Et il faut qu'il y ait des gens qui aillent bosser dans les plus grosses boîtes. Il faut qu'il y ait des gens qui soient contents d'aller bosser dans des gros groupes. C'est une super voie, mais je pense que c'est pas pour tout le monde non plus. Donc, je pense qu'il faut le mûrir. Et si on sent qu'il y a un truc, il faut y aller, mais il faut pas se forcer. Je pense que Justement, il y a un chiffre là, dans ce sondage, c'est 65% de ces étudiants, de ces sondés, qui veulent intégrer une grande entreprise internationale. C'est la faute de leurs parents. Pourquoi est-ce que ça Qu'on donne donne la toujours envie? fessée à leurs parents. C'est ça. C'est j'ai leurs le parents qui cas. leur donnent envie? Mais oui, mais j'ai mon neveu qui vient de choisir en école de commerce
une dernière année entrepreneuriat et sa mère, ma belle-sœur, dit non mais c'est pas possible, moi quand même je préférerais qu'il fasse de l'audit, mais c'est pas possible, on est cerdés d'entrepreneurs, etc. Elle ose sortir ça. Donc vous voyez, c'est normal, les Oui, gamins enfin, aussi, ils ont la pression familiale. tous les parents ne décident pas pour leurs enfants quand même chez Garrett. Non, mais ils peuvent leur pourrir un petit peu la vie quelques années quand Moi, la même. personne la plus difficile à convaincre, enfin, en tout cas, Mm. c'est moi la limite que je me mettais en tête, mais la personne où j'ai le plus de mal à passer le cap, où je me suis dit, il faut que je le dise, je vais faire ça, c'est ma mère. Alors, vous voyez, Parce qu'on est aussi conscient des. En même temps, Guillaume Gibault a quand même dit à sa mère qu'il voulait vendre des slips. Voilà, c'est vrai que C'était pas facile, forcément le c'était plus pas simple. facile. Mais c'est vrai que on est conscient quand on fait une école de commerce des sacrifices, je sais pas si c'est des Mm. sacrifices, mais de l'effort que font les parents pour vous accompagner dans des écoles, dans des années d'école qui coûtent cher. Ils Mm. vous accompagnent, moi pour ma part, dans la case prépa qui est pas une case facile, donc il y a un soutien derrière. Quand on dit quelque part à la fin de ça qu'on va un peu presque tout jeter à la poubelle pour prendre des risques, je pense que Mm. ça fait peur. Est-ce que c'est aussi parce que les grandes entreprises, elles changent leur logiciel de management, leur logiciel de fonctionnement? On sait que maintenant, dans les grandes entreprises, il y a beaucoup de plus en plus de cellules dédiées à l'entrepreneuriat, à la recherche, on travaille de manière assez différente. Est-ce que ça joue aussi quelque Mais part? bien sûr, et d'ailleurs, Guillaume a raison, tiens, il faut aussi des gens qui aient bossé dans les grandes boîtes, entre autres pour les moderniser, les faire évoluer. Il y a plein de choses vachement bien. Il y a des dispositifs innovants, il y a des boîtes où on apprend à être un peu plus collaboratif, à bosser d'ailleurs avec les startups, à faire des écosystèmes, on l'espère, qui Plus leur propice à la permettent créativité, bien sûr. d'essaimer. Donc je pense que ça, c'est tentant aussi. Et puis il y a quand même une inquiétude dans notre société, une précarité. Les jeunes ne sont pas rassurés. Moi, je peux les comprendre, mais Et ce qui est intéressant dans le sondage d'ailleurs, c'est que la principale raison avancée, quand on leur demande à ces étudiants pourquoi vous voulez travailler dans une grande entreprise, c'est qu'ils veulent, Ah ouais. ils demandent un équilibre vie familiale, vie professionnelle, qui soit finalement plus important au premier plan. Est-ce que alors quand on ça, crée ça me une boîte, sidère. quand on crée une start-up, on est obligé obligatoirement de passer cette thématique-là au second plan? Guillaume Gibault. Moi, je pense que là, il y a peut-être un manque de vécu. Ouais. Je Ouais. pense que l'équilibre vie pro, vie perso, à mon avis, il dépend. C'est pas du clivage Mm. start-up ou grand groupe. Je pense que dans les deux cas, il y a des bons exemples et des mauvais exemples. Donc là, c'est plus ressenti de l'entreprise. Hein, et c'est plus à l'échelle de l'entreprise. Je pense que dans des gros groupes, il y a des gens qui bossent beaucoup et avec une structure hiérarchique qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir et qu'on a un équilibre. Et les jeunes consultants Voilà. qui Par taillent exemple, la route là à longueur de semaine, qui qui sont ont jamais des nuits chez de 5 eux, heures tout le voilà. temps, qui sont Mais jamais chez eux, justement, qui n'ont si, pas de on, si on vie. a des étudiants là qui nous écoutent dans des écoles de Oui. commerce, qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est quoi le quotidien d'un entrepreneur versus un salarié d'une grande entreprise? Guillaume Gibault, qu'est-ce Ouais. qui change? Qu'est-ce qui change? Moi, je dirais que c'est globalement, c'est le rapport au travail. Je pense qu'il y a un rapport beaucoup plus naturel, spontané, moins hiérarchique, qui est plus dans l'immédiateté en fait. Mhm. Et on est beaucoup plus impliqué sur le but final de ce qu'on fait. C'est-à-dire que on fait pas des choses pour reporter à quelqu'un ou pour le donner ou pour le faire pour qu'il soit peut-être envoyé un jour au boss. C'est vraiment tiens, on doit faire ça parce que on va ouvrir tel truc. Enfin, il y a toujours du concret en fait. Je pense que c'est le rapport au concret et de voir tout de suite pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Je pense que c'est Ça, ça c'est la grosse génial. différence. C'est tellement important de voir à quoi ça s'applique, à quoi ça sert, ce qu'on fait. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est... Enfin, je pèse mes mots. Je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, finalement, on apprend à construire sa propre sécurité. C'est-à-dire que son employabilité, son emploi, sa rémunération vont pas seulement dépendre d'une hiérarchie, mais vraiment Du travail de qu'on va ce qu'on est fournir. capable de faire, d'enclencher. Alors, quelquefois, il y a des freins et il y a des difficultés, mais je souhaite que toute cette génération-là de jeunes diplômés puisse faire cette expérience-là. C'est comme ça qu'on va gagner de la Mais liberté. est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de très culturel dans ces chiffres, notamment au niveau français? On adore nos grandes entreprises, on les chérit comme la Tour Eiffel, c'est un monument national, historique. Et donc finalement, ça attire aussi un petit peu. Est-ce qu'il y a un phénomène culturel franco-français Oui. dans... Et d'ailleurs, je pense qu'il y a aussi ce fameux manque de TI chez nous et le fait qu'on soit quand même encore un pays très centralisé. On dans passe de la les PME très à la boîte du grandes CAC 40. boîtes en région parisienne. Il y a quand même plus de population en région parisienne. Je pense qu'il y a ça aussi. S'il y avait plus de trucs attractifs un petit peu partout, ça éclaterait peut-être la répartition des jobs, les envies, les perspectives. Mais finalement, c'est culturel ou c'est pas culturel? Moi, je pense que c'est culturel et je pense que la France continue de faire plein d'exceptions de ce genre-là.
Mais tant mieux souvent. Oui, bah, ça sert au slip français, hein. Bon, Mais c'est pas parce qu'on est un peu franchouillard sur ces trucs-là que ça va pas apporter des choses. Il faut des intrapreneurs aussi, hein. Il faut dans les grands groupes des gens capables d'innover, porter des projets. pour terminer sur ce dossier, on va rassurer un peu quand même nos auditeurs. Guillaume Gibaud, qu'est-ce que ça apporte malgré tout de créer sa start-up et de se lancer dans le bain de l'entrepreneuriat? Moi, ce que je trouve génial... Quelque chose c'est de positif, que- hein, si possible, hein. Je vais essayer. Ce que je trouve génial, c'est que la boîte a 4 ans aujourd'hui. Moi, ça fait 5 ans que j'ai démarré. Depuis 5 ans, je n'ai pas eu l'impression de travailler un Ah seul là jour. là. On se lève le J'ai pas matin. arrêté, je suis souvent très fatigué, je suis content de prendre des vacances, je suis content d'arrêter de temps en temps, mais je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Donc, Au sens effort, au sens contrainte. travail, c'est-à-dire que j'ai travaillé pour rentrer en école, j'ai travaillé en école, ça me faisait chier d'aller en cours de maths, ça me faisait chier de faire des cols de philo, mais voilà, depuis 5 ans, je n'ai jamais eu l'impression de travailler. Voilà, c'est un luxe que je pense qui est extraordinaire. J'espère que beaucoup de gens ont cette même sensation, mais en tout cas, je suis conscient d'avoir cette chance-là et c'est l'entrepreneuriat qui me permet ça. Bon, Et les collaborateurs du slip français, ils Il pensent la faudra même leur demander, mais chose. j'espère. Alors, forcément, déjà, il y en a certains qui commencent à être intéressés au capital, donc je pense qu'ils commencent à Ça, être un c'est peu sur la top boîte. aussi. Mais, alors voilà, c'est sûr que c'est moi qui ai le 100% de cette sensation-là, mais s'ils peuvent en avoir 70, 50%, ne serait-ce que 25%, c'est effectivement déjà pas mal. voilà, c'est déjà pas mal. Bravo. Bon, on va s'arrêter là-dessus sur cette note plutôt positive en l'occurrence. Mais avant de monter sa boîte, il y a effectivement la question de la formation et c'est notre dernier sujet cette semaine, le classement du Financial Times des meilleures business schools, alors des meilleurs EMBA. Et Cocorico, on retrouve dans le top 3 2 écoles françaises. La première place, c'est pour l'INSEAD et puis HEC pour la troisième place. On a aussi le SCP, Kedge qui sont un petit peu plus bas. Est-ce qu'on a objectivement aujourd'hui les meilleurs business schools de la planète? F. Chegaray. Bah, voilà, si c'est le FT qui le dit, c'est que c'est vrai. Non, mais moi, les classements, ça m'intrigue toujours. On va revenir sur l'utilité de ces classements, Bon, ok. justement. Alors, je peux pas vous dire qu'on a les meilleurs. Ce que je sais, c'est que quand je croise des gens sortis, par exemple, de ce MBA d'HEC, ils ont les têtes bien faites. Est-ce qu'ils vont entreprendre? Est-ce qu'ils vont retrouver des jobs? C'est quand même des passages de cap dans la vie. Là, si vous parlez de l'executive MBA, bon, c'est quelquefois des gens qui ont déjà travaillé Exactement. un paquet d'années en entreprise. Donc, c'est aussi des moments charnières dans leur vie. Guillaume Gibaud, ça sert à quoi ces classements? J'en sais rien. Ah, je suis sûr que vous avez une petite idée. Non, Au tarif je pense des que fees. ça sert à l'écosystème de ces IMBA parce qu'il faut quand même voir que c'est des prestations qui sont vendues très cher aux personnes, qui sont souvent financées par les boîtes. Donc voilà, il faut justifier qu'on fait quelque chose de bien. Moi, les gens que j'ai croisés, alors je connais moins IMBA, c'est vrai que c'est des gens déjà un peu plus âgés parce qu'ils ont déjà au moins, je pense, 5 ou 6 ans de boîte, plus du coup 1 an ou 2 ans de master, donc de MBA. Donc je pensais plus des gens qui ont 35 ans, 40 ans. Les vieux. Ouais, des très vieux. Mais non, c'est des gens qui sont évidemment très forts, mais ils étaient très forts avant. Alors c'est sûr que ça permet de prendre un peu de recul. Les classements, je pense que ça tire les écoles vers le haut en un sens, j'imagine. Mais je sais que, alors moi, je connais moins la partie MBA, mais plus la partie grande école. Et là, c'est sûr que le classement, il est fait à partir du salaire de sortie, de la durée qu'on met pour rentrer dans un job derrière. Et après, j'imagine aussi les paliers d'évolution de salaire dans le temps. Donc voilà, c'est un barème, ça permet de placer quelques éléments dans son choix d'école. F. Chegaray, parmi tous les entrepreneurs que vous voyez défiler, est-ce que vous dites aujourd'hui, oui, ces formations, elles sont indispensables pour lancer une boîte innovante, pour lancer une start-up? Moi, je vois quand même. J'ai toujours adoré dans la BFM Academy, pardon, je fais une boucle, recevoir des gens qui se sont construits eux-mêmes, etc. Bon. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'autodidactes. Oui, il y a beaucoup d'autodidactes et c'est très bien. Mais je vois quand même, a fortiori à plusieurs, qu'on a une puissance d'inventivité, de construction, de process, de capacité à utiliser son réseau, une force de frappe à l'international. Enfin voilà, tous les atouts qu'on connaît, qui est phénoménal quand même quand on a profité de ce type de formation. Quoi. Donc, et tant mieux si ça fait de plus en plus d'entrepreneurs. Guillaume Gibaud, vous avez fait HEC, vous notamment. Qu'est-ce que ça apporte finalement cette formation? C'est quoi le plus qu'on retrouve dans le slip français? Moi, je pense qu'il y a vraiment deux choses. Il y a le créateur et entrepreneur qui est vraiment la partie prise de risque. À mon avis, c'est ça qui fait l'entrepreneur. C'est un moment où je dis, OK, je me lance. Et ça, c'est l'entrepreneur. Et à côté, il y a le constructeur, le bâtisseur, celui qui va vraiment projeter, qui va mettre en place les process, qui va faire qu'on peut dérouler. Et souvent,
les boîtes qui réussissent ont souvent ce binôme-là. Le Alors bon souvent, mix. c'est un mec qui est un peu schizophrène qui a les Ouais. deux. Parfois, ça va être 2 personnes ou plusieurs personnes. Mais en tout cas, il y a vraiment ces deux côtés du cerveau à avoir, à mon sens, pour qu'une boîte fonctionne bien. Et je pense que clairement, il ne faut pas se tromper. Les écoles de commerce en France, c'est la deuxième partie. C'est la partie bâtisseur, constructeur. Et c'est rarement, moins souvent en tout cas, Le la grand partie innovateur. voilà, On entre peut avoir fait une école de commerce et être un mauvais entrepreneur. Ouais, je pense que, Ah oui. mais je pense que la majorité des gens en école de commerce ne sont pas formés pour être des entrepreneurs. Après, il y a ça en beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il y a des majeurs entrepreneurs. C'est pour ça que, voilà, sur des promos de 350 personnes, ben, il y a bien 5 ou 10% qui ont ça en eux. Et donc, ceux-là, il faut les trouver, les identifier et faire en sorte qu'ils se lancent. Mais c'est vrai que, et c'est ces gens-là, enfin, il faut qu'il y ait des gens qui aient bossé dans les grands groupes et qui ont des capacités à rationaliser, à organiser, à structurer, à avancer. Et je pense que ça, on l'apprend en école de commerce. F. Chegaray. Non, la drôle de question que je me pose, c'est quid des écoles d'ingénieurs, en fait? Parce que je pense que quand même, dans l'avenir de la France, il y a notre capacité, parce qu'on a de super écoles d'ingénieurs, On a les toutes meilleurs ingénieurs, effectivement. toutes les boîtes qui partent à l'étranger disent qu'elles regrettent les compétences françaises, voilà, par exemple quand ils sont aux US. Quelle capacité on a à mieux faire travailler ensemble les écoles d'ingé et les business schools? Comment les ingénieurs bénéficient de masters, par exemple, entrepreneurs dans les business schools? Enfin, c'est ça qui est intéressant. Enfin bon, c'est très bien ce classement. Et pourquoi, mais- malgré tout, on est incapable aujourd'hui de créer le fameux Google français, le fameux Facebook français, alors que finalement, on a les meilleurs ingénieurs, vous venez de le dire, on a les meilleures formations de commerce, et on n'a toujours rien à l'horizon. Mais parce qu'ils se barrent à l'étranger, les bons. Ouais, moi, je suis assez d'accord C'est avec vraiment ça. une question de fuite des talents à l'étranger. Ce qui manque, en fait, c'est le mec qui dit OK, j'adore ton idée, je te mets 15 millions d'euros demain matin. C'est ça qui manque. Ça n'existe pas Ça, à Paris, ça ça n'existe n'existe pas en pas. France. Non. Quand quelqu'un lève 1 million, on dit ah super, et c'est vrai, Ça, c'est bien. ça, mais- ça change. Il y a effectivement beaucoup plus de fonds On en a d'investissement, parlé on trouve ici. de l'argent Bien beaucoup plus. sûr. Mais c'est vrai qu'on trouve de l'argent, à mon sens, dans des projets un peu comme le style français. C'est-à-dire qu'on a déjà fait sa preuve sur 1 ou 2 ans, 3 ans. On arrive à aller chercher un montant important. Donc là, c'est bien. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, les mecs ont des idées techno balèzes. Et il y a des Français. Des S'ils premières veulent- levées de fonds massifs, ça n'existe pas. Voilà. Moi, j'en connais pas. Et je pense que les mecs ont des vraies idées techno importantes et qui ont aucune référence parce qu'ils ont 23 ans et qu'ils ont même peut-être pas fait une école spécialement comme l'école 42, ce genre de choses. Je pense que ils se disent il faut que j'aille aux États-Unis parce que de toute façon c'est là où je vais trouver mon amorçage et aussi le marché qui va permettre d'embrayer très vite en fait. On les forme et on les envoie à l'étranger. C'est comme ça qu'on peut résumer, F. Chegaray. Oui, bon, j'ai eu le cas dans la BFM Academy cette année, la Print qui a gagné, qui est super, c'est 2X, ils Qui inventent est une parti dans la coque Silicon d'iPhone, Valley. Exactement. voilà, qui imprime là, les photos. Ils sont en septembre, ils s'installaient à Pareil, San si Francisco. on pense à Deezer, il est parti très vite aux États-Unis et en plus c'était déjà il y a quelques années donc quand il y a une vraie idée innovante et quand elle est là et qu'il y a le mec pour la porter, je pense qu'ils ont le réflexe naturel d'aller aux États-Unis parce qu'aujourd'hui en France, on n'est pas capable de mettre beaucoup d'argent sur un mec qui sort de nulle part, en fait. Je me demande s'ils reviennent après. Voilà, on n'a peut-être pas le recul. Est-ce que c'est C'est ça, il faudrait qu'on vérifie. Mais... Et au niveau européen, parce que le problème, si on parle de la France... Il y a la question d'amorçage européen, effectivement. On va déjà leur dire restez chez nous. Voilà. Merci d'avoir participé à ces 3 débats. On termine cette émission comme chaque semaine avec un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule, c'est selon. F. Chegaray, on commence avec vous. Alors, un petit coup de cœur. Un coup de cœur, justement, très en lien avec nos sujets d'aujourd'hui. Je voudrais parler de Caroline Payou qui a monté Ignition Programme, ignition-programme.com. Et c'est justement un dispositif de recrutement pour permettre à des gens plutôt très bien câblés, seniors ou presque, qui ont vraiment une expérience d'entreprise de très bon niveau, d'intégrer des startups. Et elle les aide à sélectionner les bons plans, elle aide les startups. Elle se place des 2 côtés avec son équipe et elle permet à des gens qui étaient plutôt profil grande entreprise d'avoir une carrière, quelquefois une seconde partie de carrière plutôt, dans des startups et donc aux startups de se fournir en talent top niveau. Il y a évidemment une question de rémunération et là, il y a une compensation de la rémunération qui est peut-être moins importante que dans les grands groupes, qui est compensée par cet accompagnement de Ignition Programme. Ignition Programme, c'est le coup de cœur de la semaine de F. Chegaray. Voilà. Guillaume Gibault. Alors moi, ce sera que des coups de cœur quand je viendrai ici. Ah, c'est gentil. Et j'en ai un en ce
moment qui est pas mal, c'est le Salon du chocolat qui démarre aujourd'hui à la Porte de Versailles. Et il y a une petite start-up qui s'appelle le Chocolat des Français. Donc vous verrez que forcément, on les a rencontrés. Il y a un lien de cause à effet, c'est évident. Et c'est un truc super. Ils ont, à mon avis, réinventé la façon de vendre du chocolat. C'est-à-dire c'est un super chocolat qui est fabriqué dans une chocolaterie en Île-de-France. Donc là, sur le produit, c'est super. Et ils ont révolutionné la façon de le vendre puisqu'ils utilisent le packaging comme un support de création illimitée sur les réseaux sociaux où les gens peuvent poster, imaginer des trucs et ils mettent ça. Customiser sa boîte de chocolat en fait, c'est un peu ça. Ils sont en train de faire, ils font plein de collaborations avec des artistes, plein de choses. Et à quand la collaboration avec les Français? Il y a du slip en chocolat. On est en train de réfléchir à plein de choses, mais on vend déjà leur chocolat dans nos boutiques. On fait un pop-up store avec eux dans nos boutiques rue des Abbesses pour le mois de décembre ou novembre ou décembre, je sais pas exactement la date, où on va vendre plein de chocos. Et voilà. Et c'est un super produit, c'est une super équipe. C'est leur première année, ils ont déjà fait 120 000 € de chiffre d'affaires sur une année, donc on va les envoyer qui se renouvelle. Ah bah oui, c'est pour. Et voilà, c'était le coup de cœur de la semaine de Guillaume Gibaud. Merci F. Chegaray, merci Guillaume Gibaud d'avoir participé à ce live. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur WeDoBiz et d'ici là, vous trouvez le replay de cette émission sur wedobiz.com. Très bonne semaine à vous.